Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Isadora Duncan, danseuse de sa vie. De quel coin de la terre venez-vous ? D'aucun pays de la terre, répondis-je. Nous venons de la lune. C'est en ces termes qu'Isadora Duncan répond à la comédienne britannique Madame Patrick Campbell, qui s'extasie en voyant danser Isadora et son frère Raymond dans un square de Londres à la nuit tombée. Née à San Francisco au bord de la mer en 1877, Isadora avoue que son désir précoce de danser est né de la contemplation des vagues et de la volonté de reproduire leur ondulation avec son corps. Les 4 enfants Duncan, dont Isadora est la Benjamine, sont élevés sans figure paternelle. La vie est matériellement difficile, mais les soirées familiales sont bercées par la lecture de Shakespeare, Percy Bysshe Shelley ou John Keats, et les sons de Beethoven, Chopin, Mozart, de la voix et du doigté délicat sur le piano d'une mère aimante qui gagne une misère en donnant des cours de musique. Éduqués dans le mépris des biens matériels, leur façon de vivre un peu bohème, loin des principes de l'Amérique puritaine, façonne 4 artistes. Pourquoi faut-il que tous les 4 soient des artistes et que pas un n'ait l'esprit pratique ? Se lamentait faussement leur mère, comme le rapporte Isadora dans Ma vie, paru en 1927. À l'âge de 6 ans, Isadora monte une école de danse pour les petites filles de son quartier avec sa sœur Elisabeth. Le succès est au rendez-vous, si bien qu'elle convainc sa mère 4 ans plus tard de quitter l'école communale où elle perd son temps. Alors qu'elle peut rapporter de l'argent à sa famille avec ses cours de danse dont la réputation gagne les plus grandes familles de San Francisco. La danseuse témoigne d'une éducation peu conforme et d'une liberté quasi absolue. Petite fille, je n'ai connu ni jouets, ni distractions enfantines. Je m'échappais, souvent seule dans les bois ou au bord de la mer, et je dansais. À cet âge-là, j'avais l'impression que mes chaussures et mes vêtements n'étaient qu'une gêne. Mes souliers me pesaient comme des fers, mes vêtements étaient ma prison. Alors, je les ôtais, et loin de tout regard, je dansais nue au bord de la mer. Affranchie des règles académiques qu'impose l'époque, Isadora fait valser dans un tourbillon, tutu, corset et demi-pointe. C'est donc pieds nus et sous une toge en mousseline transparente qu'elle exerce son art avec une fluidité inédite, dans laquelle transperce une ferveur quasi mystique. Immobile, laissant la musique l'imprégner, elle attend de sentir le mouvement s'éveiller et s'imposer, et danse inlassablement devant les personnes qu'elle rencontre et qui ne peuvent rester insensibles. En 1895, la famille s'installe à New York et navigue de pension de famille en atelier miséreux sans matelas. Isadora est admise au théâtre d'Augustin Daly où on lui confie un rôle de pantomime qui lui semble stupide et bien loin de sa vision artistique de la danse. La jeune danseuse tente en vain d'exprimer sa théorie selon laquelle la danse doit exprimer les sentiments et émotions de l'humanité, tandis que les rôles qu'on lui confie sont figés et peu propices à une liberté d'expression corporelle. N'y tenant plus, Isadora donne sa démission après quelques mois de frustration et d'incompréhension. Peu après, l'hôtel qui les logeait brûle, les privant du peu qu'ils possédaient. L'idée de partir en Europe germe alors dans leur esprit bouillonnant. Les États-Unis sont de toute façon trop rigoristes pour comprendre l'expression artistique libérée des Duncan. Ruse et astuce leur permettent de rassembler une somme modeste, mais suffisante, pour embarquer sur un bateau de transport de bestiaux en direction de Londres, amputé de leur frère Augustin, qui a épousé une jeune actrice au cours d'une tournée. Londres est un émerveillement pour eux qui passent leurs journées entières à la National Gallery, avant d'affronter le brouillard nocturne de la rue, qui les accueille trop souvent, faute d'argent. Les relations d'Isadora lui permettent de se faire ouvrir les salons prestigieux. Elle danse pour la bonne société, pour des œuvres de charité
devant les ladies et même le prince de Galles. Mais la compensation financière n'est guère au rendez-vous. Vous allez danser devant la duchesse une telle, et tant de gens distingués vous verront que vous aurez un nom à Londres, s'entend-elle dire régulièrement en guise de cachet. Meurtrie par le sentiment d'être certes admirée, mais fondamentalement incomprise, elle dira qu'elle est venue en Europe, je cite, « pour révéler la beauté et la sainteté du corps humain par l'expression de ses mouvements, et non pour distraire après dîner des bourgeois gavés. » Pour elle, danser, c'est prier. La danse est sa religion. Son frère Raymond, parti à Paris, presse sa famille de le rejoindre. Ce qu'elle fait au tournant du siècle. Le Louvre devient leur nouveau refuge et Raymond y copie les vases grecs toute la sainte journée. L'art hellénique apparaît alors à Isadora comme la clé de son art, en communion intense avec la nature, qu'elle va illustrer par des chorégraphies improvisées et spontanées, vibrantes de spiritualité et d'exaltation. Comme à Londres, Isadora se fait remarquer par la haute société parisienne de la Belle Époque, pour laquelle elle se produit. Elle enchante la comtesse Greffule, l'une des reines de Paris, et rencontre toutes les figures marquantes de la ville lumière à la veille de l'exposition universelle de 1900. C'est ainsi que, gamine américaine sans éducation, j'avais trouvé de façon mystérieuse la clé qui m'ouvrait les cœurs et les esprits de l'élite intellectuelle de Paris. Paris qui, dans notre monde moderne, est ce qu'était Athènes à l'époque glorieuse de la Grèce antique. Antoine Bourdelle, Victorien Sardou, Maurice Denis, Auguste Rodin, son idole, Eugène Carrière, pour ne citer qu'eux, tombent sous le charme de la gracieuse danseuse. Louis Fuller, sa compatriote pionnière dans la danse moderne, devient une amie chère. Isadora la suit pour une tournée en Allemagne, mais lui vole rapidement la vedette. Elle fonde 3 écoles de danse, l'une en Allemagne, que ses élèves, les Isadorables, rendront célèbres, l'autre à Meudon et la dernière en Russie. Isadora s'avère avoir un don réel pour l'enseignement et la pédagogie, qui contribue à l'expansion de sa vision de danser la vie. La famille se rend en Grèce durant un an en 1903. Vêtue de tunique et chaussée de sandales, elle rêve de faire revivre le théâtre d'Échille, en faisant chanter les enfants du quartier, devant le temple de Dionysos au pied de l'acropole. Le roi Georges assistera à l'une des représentations. Pour des raisons économiques à nouveau, les Duncan doivent quitter Athènes et entreprennent une tournée en Europe de l'Est. Après tout, ne sont-ils pas des voyageurs du monde, apatrides, tout droit descendus de la Lune? Mère de 2 enfants nés de 2 pères différents et hors mariage, Isadora, conformément à l'éducation qu'elle a reçue, sort des normes conventionnelles et privilégie sa liberté. Ayant déjà connu la misère, la vie ne l'épargne pas pour autant. L'événement le plus dramatique est sans conteste la mort de ses enfants, Deirdre et Patrick, avec leur nounou en 1910. Un accident provoqué par la négligence stupide du chauffeur qui provoque la chute de la voiture dans la Seine, voyant ses pauvres occupants prisonniers et noyés. 4 ans plus tard, Isadora aura un nouvel enfant qui ne vivra que quelques heures. Le 14 septembre 1927, alors qu'elle roule sur la promenade des Anglais à Nice, sa longue écharpe qui flotte au vent se coince dans la roue de son cabriolet Amilcar GS. Éjectée de la voiture, la danseuse est fauchée à tout juste 50 ans. Si la presse annonce une mort affreuse, nous ne pouvons occulter le caractère poétique de sa dernière danse. C'est donc le long de cette mer qu'elle aimait tant, du fait d'un voile dont les ondes rappellent celui des vagues, qu'elle termine sa vie mouvementée. Je suis née au bord de la mer et j'ai remarqué que tous les grands événements de ma vie se sont produits au bord de la mer, peut-on lire dans son autobiographie. Théoricienne d'une danse moderne et révolutionnaire, la Californienne a marqué les esprits de son époque et laissé une forte influence sur son art. Fascinée par la Grèce antique, elle fait revivre le rythme grec. Il s'agit d'un mouvement juste et harmonieux, d'une symbiose entre le corps et l'esprit, telle une extase dionysaque, mentionnée par Nietzsche en 1885
dans Ainsi parlait Zarathustra. Je cite. « Par le chant et la danse, l'homme manifeste son appartenance à une communauté supérieure. Il a des appris de marcher et de parler, et dansant, il est sur le point de s'envoler dans les airs. Ses gestes disent son ensorcellement. Il se sent Dieu. Il circule lui-même extasié, soulevé, ainsi qu'il a vu dans ses rêves marcher les dieux. » Laissons au peintre Eugène Carrière le mot de la fin. La danse d'Isadora Duncan n'est plus un divertissement. C'est une manifestation personnelle, une œuvre d'art vivante, et qui nous incite à réaliser les œuvres auxquelles nous sommes nous-mêmes destinés.